Euh, Bonjour à tous, bienvenue dans notre troisième partie de la bactériologie générale dans ce grand cours de microbiologie approfondie. Je pense que ce sera la dernière partie. Nous allons discuter des mécanismes d'action des antibiotiques, des mécanismes de résistance et les moyens de pouvoir lutter contre cela. Dans la dernière présentation, nous avons défini ce que c'est un antibiotique et nous avons même donné les modèles de classification, en fait, les critères de classification, la nature chimique de l'antibiotique, l'origine de l'antibiotique, les mécanismes d'action et les spectres d'action. Alors, voici maintenant la classification des antibiotiques selon leur nature chimique. Quand on considère la nature chimique de l'antibiotique, des antibiotiques, on peut les classifier en famille. Nous avons les bêta-lactamines, les aminosides, les macrolides, l'incosamides, streptogramines et apparentés. Nous avons les cyclines, nous avons les peptides, dans lesquels nous avons deux groupes, les glycopeptides et les polypeptides. Et puis nous avons les sulfamidés, les phénicolés, les quinolones et puis les autres. Nous commençons par les bêta-lactamines. Dans les bêta-lactamines, nous avons quatre groupes ou quatre sous-groupes. Nous avons les pénam. Nous avons quatre groupes. Premier groupe, les pénam, qui ont 7 sous-groupes. Nous avons ensuite les céphem. Et troisième groupe, les pénem ou les carbapénem. Et quatrième groupe, les monobactam. Alors, les bêta-lactamines, ce sont les antibiotiques qui sont les plus produits et les plus utilisés, mais également, c'est les antibiotiques les plus usités dans le monde actuellement. Dans ce grand groupe, comme on l'a dit, il y a les pénicillines, les céphalosporines, les carbapénem, les monobactam, mais c'est mieux de considérer la présentation, la classification que j'ai mise sur la dia précédente. Le point commun de tous ces éléments, c'est qu'ils ont un noyau bêta-lactam dans leur cycle biochimique. Voici les pénicillines et voici en rouge les noyaux bêta-lactam. Voici l'ampicilline et le noyau bêta-lactam, les céphalosporines, les carbapénem, les monobactam. Ça, c'est très important. Ils ont une particularité, c'est que ces bactéries, ces antibiotiques ont vu les bactéries développer contre elles ce qu'on appelle des enzymes qui détruisent ou qui désactivent ou qui détruisent une partie du cycle bêta-lactam. On les appelle les bêta-lactamases. Ce sont des enzymes dont la majorité sont produites par les bactéries. Ainsi donc, ils hydrolysent le pont amide du cycle bêta-lactam. Voilà, ce qui rend la molécule inactive. Alors, les pénicillines peuvent également produire, en fait, les bactéries peuvent produire des pénicillinases, les céphalosporinases, etc. Et il y a différentes enzymes qui provoquent cela, on les verra. Parlons d'abord des antibiotiques. Dans la famille des bêta-lactamines, nous avons le groupe des pénam. Les pénam, c'est ça qu'on appelle les pénicillines. Je ne vais pas tous les citer, mais je vais citer quelques-unes des pénicillines qui sont connues naturellement parce qu'ils sont célèbres, etc. Nous avons la pénicilline G, la toute première, qui a été découverte, et ses dérivés. Dans le groupe, nous avons la benzylpénicilline, la péniprocaïne, qu'on appelle extensiline, et puis nous avons la pénicilline V, ou pénihoraciline, ou ospen. Nous avons la pénicilline M, qui agit essentiellement contre les staphylocoques. C'est dans ces groupes qu'on a la méticilline, l'oxacilline, la cloxacilline et les autres. Et ensuite, nous avons les groupes A, les aminopénicillines. C'est là qu'il y a l'ampicilline, la bacampicilline, l'amoxicilline et les autres. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les acyluréidopénicillines. Et nous avons les uréidopénicillines, dont la piperacilline. Et nous avons les carboxypénicillines, qui sont généralement très forts contre les pieuxyaniques. Et ici, nous avons la carbénicilline et la ticarcilline. Et puis, nous avons les amidinopénicillines, qui en général ont une action uniquement contre les bactéries gram-négatives telles que les pivmécillinam. Nous avons les inhibiteurs des bêta-lactamases, les oxapénam ou les clavam, entre autres l'acide clavulanique qui est associé à l'amoxicilline. Sur le marché, on connaît l'augmentin ou alors le clavantin. Mais nous avons aussi les pénicillines sulfones. Et c'est dans ces groupes qu'on a les sulbactam qui est associé à l'amoxicilline ou alors les tazobactam qui est associé à la piperacilline.
Le deuxième groupe, ce sont les pénèmes. Dans les pénèmes ou les carbapénèmes, ce sont des molécules qui ont une très grande stabilité vis-à-vis des bêta-lactamases. Et c'est dans ces groupes qu'on trouve le limipénème, le méropénème, le thiénam ou le méronia, qui sont des noms des spécialités. Ensuite, nous avons les céphèmes, qui sont les céphalosporines. Et il y a plusieurs générations des céphalosporines. Dans la première génération, c'est ce qu'on appelle les C1G. Elles ont manifesté des résistances un peu plus aux pénicillinases et elles sont détruites par les enzymes qu'on appelle cyclosporinases produites par les bactéries et n'agissent pas en général contre les germes tels que les Pseudomonas aeruginosa. Et ils sont administrés par voie locale, hein, notamment la céphalexine, céphacet, céphadroxine, oracéphale par exemple, que l'on connaît, etc. Les céphalosporines de deuxième génération sont quand même relativement résistantes à certains céphalosporines. En fait, ils ont une certaine résistance aux céphalosporinases et ils n'agissent pas du tout contre les pseudomonas. Et c'est dans ce groupe qu'on a la céphoxytine, nous avons les céphotétames, les céphamandols, les céphiroxime et tous ces antibiotiques agissent en général contre les bêta-lactamases à spectre élargi. Les céphalosporines de troisième génération, d'accord, ils ont une résistance accrue à l'action des céphalosporinases de plus en plus, mais il y en a quand même qui agissent sur le Pseudomonas aeruginosa. C'est ici qu'on a le céphotaxime, la ceftazidime, le ceftriaxone, le cefixime, et nous avons même la tamoxef. Et nous avons les céphalosporines de quatrième et de cinquième génération qui sont des médicaments qui en principe sont des molécules de réserve qui ne devraient être utilisées que dans les cas d'urgence ou alors de forte résistance. C'est dans le groupe Reserve. Là, nous avons les cefepime et puis dans les C5G, nous avons la ceftaroline et les ceftobiprol, évidemment. Le quatrième groupe, nous avons les monobactam. Là, dans lequel nous avons l'astréonam qui a une action uniquement sur les bacilles gram négatifs. Les autres familles des antibiotiques, nous avons les glycopeptides, les aminosides, les macrolides et apparentés et les cyclines. Les glycopeptides, nous avons comme exemple la vancomycine et la teichoplanine, mais on va bien revoir en détail pour séparer parce qu'il y a une séparation entre les glyco et les polypeptides et bien sûr les mécanismes d'action sont différents. Nous avons les aminosides, la streptomycine, la néomycine, paromomycine, framicétine, kanamycine, amikacine, gentamycine, spectinomycine. Nous avons les macrolides d'abord, et puis dans la même famille, on y ajoute les lyncosamides et les streptogramines. Les macrolides, c'est l'érythromycine, l'oxythromycine, la claritro, l'azithromycine, la spiramycine. Nous avons les lyncosamides, notamment la lincomycine et la clindamycine. Et nous avons les streptogramines, telles que la pristinamycine, la virginiamycine et la dalfopristine. Dans la famille des cyclines, nous avons toutes l'oxytétracycline, chlortétracycline, minocycline, doxycycline et la tétracycline. Nous avons les familles des phénicolés, des quinolones, des polymyxines, des sulfamidés et d'autres. Les phénicolés, c'est notamment le chloramphénicol et le thiamphénicol. Dans les quinolones, nous avons, bien sûr actuellement on parle plus des fluoroquinolones, mais c'est les quinolones au départ. Nous avons l'acide nalidixique, le négramme, l'acide pipémédique, l'épipram au tout début. Et puis nous avons plusieurs générations évidemment des quinolones, ofloxacine, ciprofloxacine, lévofloxacine, lagatifloxacine, etc. Et nous avons les polymyxines qui sont en fait des polypeptides, la polymyxine B ou E, la polymyxine E qu'on appelle la colistine. Et nous avons les sulfamidés avec la sulfaméthoxypyridazine. Et puis nous avons les sulfaméthoxazole, triméthylprime. Voilà, ça c'est une combinaison qui vous donne le cotrimoxazole, donc plus connu sous le nom de Bactrim. Et puis nous avons les autres, familles ou sous-familles ou groupes, dont les acides fusidiques, le phosphomycine, la rifamycine, les nitrofuranes et les imidazolés. Sur cette diapositive à gauche, j'essaie de montrer en fait que les choix des antibiotiques constituent une arme pour attaquer les bactéries. Et les bactéries ont différents mécanismes d'action que l'on va voir tout à l'heure.
Soit ils inhibent la synthèse de la paroi, et on a listé les antibiotiques, phosphomycine, et glycopeptides, etc. On va le voir. Soit ils inhibent la synthèse ou l'expression de l'ADN, soit ils inhibent la synthèse des protéines bactériennes ils agissent au niveau du ribosome, ou soit ils détruisent la membrane cellulaire. Et sur ces schémas, vous voyez bien les différentes bactéries avec les sites d'action. Ici, c'est au niveau de la paroi, les glycopeptides, les phosphomycines, les bêta-lactamines. À ce niveau ici, ce sont les mécanismes combinés. Mais ici, sur la diapositive, vous ne verrez pas bien, c'est très schématisé, juste pour illustration. Et je vais aller dans les détails pour vous expliquer clairement les mécanismes d'action des antibiotiques, et ce sera le point d'orgue de cette leçon. Nous commençons par les mécanismes d'action. Nous avons les inhibiteurs de la synthèse du peptidoglycane. Souvenez-vous, le peptidoglycane, c'est l'une des importantes protéines que l'on trouve dans la paroi des bactéries, notamment des bactéries gram-positifs. Alors, dans ce groupe, on trouve 3 familles: les bêta-lactamines, les glycopeptides et les phosphomycines. Comment agissent les bêta-lactamines? Les bêta-lactamines, ils inhibent la synthèse de la paroi. Au niveau de la paroi, il y a des enzymes particulières qu'on appelle les carboxypeptidases et les transpeptidases. Ce qui est regroupé classiquement sous le nom de PBP, Penicillin Binding Protein, protéines liées à la pénicilline. À quoi servent ces enzymes? Elles président en fait à la synthèse du peptidoglycane qui entre dans la constitution des parois des bactéries, notamment des bactéries gram-positifs. Ainsi donc, l'inhibition de la synthèse de la paroi par l'antibiotique c'est fait principalement ou précisément dans ce qu'on appelle le périplasme. Le périplasme, c'est l'espace entre la membrane cytoplasmique et la paroi. Quand on dessine une bactérie, on a l'impression que la paroi est collée à la membrane cytoplasmique. Et effectivement, ça semble être vrai, mais en réalité, d'un point de vue submicroscopique, il y a un espace important entre la paroi et la membrane cytoplasmique. Souvenez-vous, on avait dit que la membrane, c'est le lieu de la respiration. Et toutes les enzymes de la respiration, en bonne partie, siègent à ce niveau. Ainsi donc, les PBP, ce qu'on appelle les Penicillin Binding Proteins, sont situés dans l'espace périplasmique et évidemment dans la membrane cytoplasmique. Alors, quand les bêta-lactamines inhibent la synthèse de la paroi, en fait, ils vont arrêter la synthèse du peptidoglycane. Pendant ce temps, le cytoplasme de la bactérie continue à se développer. La conséquence est que le cytoplasme qui se développe deviendra plus grand et va trouver une paroi déjà érodée, déjà fragilisée. Alors, qu'est-ce qui se passe? La paroi bactérienne, des bactéries notamment, dans cette paroi, il y a une enzyme particulière qu'on appelle l'acétylmuramidase. À quoi sert cette enzyme? Elle sert à remodeler progressivement le peptidoglycane en temps normal. Ça signifie que il essaie de tailler, de monder, de corriger, de restructurer la forme du peptidoglycane qui est dans la paroi. C'est ça qu'on a. L'enzyme s'appelle l'acétylmuramidase. Et en temps normal, il fait des érosions, des modifications parce que les PBP, les carboxy et les transpeptidases, continuent à produire, à synthétiser la paroi, de sorte qu'il y a une compensation. Ce qui est érodé ou gratté, modifié par l'acétylmuramidase est rapidement compensé par les carboxy et transpeptidases. Mais au moment où l'inhibition de la synthèse de la paroi a lieu, ça signifie que les carboxy et transpeptidases ne vont plus agir. Il n'y aura plus de synthèse des peptidoglycanes. Mais pendant ce temps, l'acétylmuramidase, parce qu'elle n'est pas au courant, ou même si elle est au courant, son rôle c'est de pouvoir éroder, modifier, remodeler les peptidoglycanes, il va continuer à les remodeler. La conséquence logique est celle-ci. Vous avez une paroi qui est fortement remodelée, amincie. 1. 2. Vous avez les carboxyles et transpeptidases qui ne sont plus actives, et donc le peptidoglycane, les protéines qui entrent dans la composition du peptidoglycane ne sont plus du tout synthétisées. 3. Le cytoplasme continue à augmenter de volume, comprimant ainsi la paroi qui se retrouve sous pression. La conséquence logique maintenant est celle-ci. Les bactéries gram-positifs
ont une couche de peptidoglycanes très importante. Ça constitue l'ossature à tout seul de la paroi. Et la pression intracytoplasmique dans les bactéries gram positifs est très très importante. Elle est supérieure à 10 à 20 atmosphères. C'est énorme dans cette petite bactérie. Alors quand vous avez une pression intracytoplasmique énorme et géante de plus de 10 à 20 atmosphères, pendant que la paroi est fragilisée, ce qui fait que la pression cytoplasmique devient importante, un peu comme un volcan sous la croûte terrestre, et finalement cela va résulter en l'éclatement de la bactérie, libération du cytoplasme, ce qu'on appelle la plasmolyse, et la bactérie va être détruite. C'est comme cela que ceci se passe pour les bactéries gram positifs. Mais pour les grammes négatifs, la pression osmotique n'est pas aussi importante que les grammes positifs. Ce qui fait que même si la paroi est érodée, la pression seule du cytoplasme ne suffira pas à faire éclater la paroi. Premier argument. Deuxième argument, les peptidoglycanes dans la paroi des bactéries gram négatifs n'est pas aussi grand, n'est pas aussi important que dans la paroi des grammes positifs. Ce qui fait que les bêta-lactamines agissent moins bien au niveau du peptidoglycane. Par conséquent, au niveau des bactéries gram négatifs, les bêta-lactamines agissent différemment. Ils vont se fixer à ce qu'on appelle l'OMP. L'OMP, c'est les Outer Membrane Protein. C'est en fait une porine, un canal, une forme de canal ionique qui traverse la paroi jusqu'au périplasme. En fait, les OMP, Outer Membrane Protein, c'est comme un canal ionique qui relie l'extérieur de la bactérie au périplasme où se passe toute la respiration. Le périplasme, c'est l'espace entre la paroi et la membrane cytoplasmique. La conséquence est que quand les bêta-lactamines vont se fixer à l'outer membrane protein, qui est ce canal ionique, l'antibiotique va être transporté de l'extérieur, il traverse la paroi gentiment parce qu'il est dans un canal ionique et il va finir dans le périplasme. Et une fois qu'il arrive au périplasme, il va agir par inhibition compétitive avec le PBP, les carboxyl et transpeptidases, donc les penicillin binding protein. Et cette inhibition compétitive va en fait réduire la synthèse du peptidoglycane et la bactérie va mourir. Vous voyez que un même antibiotique sur les bactéries gram positifs et négatifs, les mécanismes d'action consiste toujours à l'inhibition de la synthèse des peptidoglycanes, mais avec les moyens de procéder tout à fait différents et variables. Dans le premier cas, pour les bactéries gram positifs, l'hyperpression osmotique, les mécanismes de l'acétylmyramidase qui renouvelle la paroi et l'inhibition des carboxy et transpeptidases. Par contre, dans les bactéries gram positifs, l'antibiotique se fixe au niveau de l'OMP, Outer Membrane Protein, et une fois qu'il se fixe là, voilà, il va entrer dans le canal ionique pour être libéré dans le périplasme où il va agir par compétition avec les carboxy et transpeptidases. Ceci va résulter en la destruction de la bactérie. Mais il y a également les glycopeptides et les phosphomycines qui agissent dans l'inhibition du peptidoglycane. Nous avons la paroi et la membrane. Il y a des bactéries qui agissent et au niveau de la paroi, comme on vient de voir, et au niveau de la membrane. Le premier antibiotique, je voulais dire, c'est la phosphomycine. La phosphomycine inhibe la synthèse du peptidoglycane, donc au niveau de la paroi, mais à la phase précoce seulement. Donc au tout début, quand le peptidoglycane commence à être synthétisé, c'est là qu'il est inhibé directement par la phosphomycine. Mais plus tard, le peptidoglycane déjà bien constitué ne fait plus l'action, ne subit plus l'action de la phosphomycine. Les glycopeptides, la vancomycine et la teichoplanine, eux également inhibent la synthèse du peptidoglycane. Ça, c'est important. Ils inhibent également la synthèse du peptidoglycane comme le bêta-lactamine. Mais par contre, les polypeptides, qui sont dans la même famille, les peptides en général, là où nous avons les glycos et les polypeptides. Les polypeptides tels que la bacitracine, la polymyxine, eux n'agissent pas du tout au niveau du peptidoglycane, mais eux, ils agissent au niveau de la membrane cytoplasmique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une extrémité qui est liposoluble, d'accord, qui va se fixer à la couche lipidique centrale,
de la bactérie. Et l'extrémité hydrosoluble va se fixer sur les deux couches protéiques périphériques. Une fois qu'ils se fixent, c'est comme ceci, ils vont faire une sorte de clivage. Ils vont cliver les deux membranes, la membrane liposoluble et la membrane hydrosoluble. Ils vont faire une sorte de clivage. Et ce clivage, en fait, va déchirer la membrane cytoplasmique. Une fois que la membrane cytoplasmique perd ses propriétés, y compris la respiration des bactéries qui s'y trouvent et la perméabilité qui peut être sélective, la bactérie va mourir. Alors, nous allons maintenant voir les antibiotiques qui inhibent la synthèse des protéines, notamment qui agissent au niveau du ribosome. Ça, c'est très intéressant à apprendre. Et puis, bon, voilà, c'est 4 antibiotiques. Je les abrège ACPM. Les aminosides, les cyclines, les phénicolés et les macrolides. C'est très important et puis il y a une façon mnémotechnique un peu plus maligne de pouvoir les retenir. Si vous mettez 30M, 30T, 50M, 50T. 30 et 50, ce sont les sous-unités du ribosome, la sous-unité 30S et la sous-unité 50S. Attention chez les prokaryotes, parce que chez les eucaryotes, c'est la sous-unité 40S et la sous-unité 60S. Il ne faut pas se tromper. Ici, nous sommes chez la bactérie, donc comprenez. Et donc, les aminosides, cyclines, phénicolés et macrolides, les ribosomes, il y aura des actions soit au niveau de la sous-unité 30M, notamment en impliquant l'ARN messager, soit au niveau de la sous-unité 30S, en impliquant l'ARN des transferts, soit au niveau de la sous-unité 50S du ribosome, en impliquant encore l'ARN messager, ou alors au niveau de la sous-unité 50 S en impliquant l'ARN des transferts. Alors, ici, donc, nous avons les aminosides, les cyclines, les phénicolés et les MLS, macrolides, l'incrosamide, streptogramine. Et il y a aussi l'acide fusidique à côté. Commençons par les aminosides. Ensuite, je mettrai une image qui résume tout pour vous faire comprendre. Avant de parler de ces textes, voici le ribosome avec la grande sous-unité qui est la sous-unité 50S chez les prokaryotes et la petite sous-unité qui est la sous-unité 30S. Et l'ARN messager, d'accord, passe ici au milieu parce que les ribosomes vont lire pour décoder les codes génétiques. Sachez que les ribosomes ont différents sites qu'on appelle les sites de fixation. Nous avons un site d'attachement, là où il y a une action de l'aminoacide qui agit avec l'ARN des transferts. Et puis il y a eu un site de transpeptidation, là où c'est fait voilà, le transfert avec l'ARN des transferts. Et ensuite il y a un site de sortie à l'endroit où le codon ou alors les acides aminés quittent les ribosomes. L'endroit où les acides aminés viennent se fixer pour commencer la lecture, l'endroit où la synthèse a lieu avec la transpeptidation et l'endroit où les sites, les acides aminés quittent les ribosomes ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi il y a 3 sites différents. Alors, on commence par les aminosides. Les aminosides se fixent à la sous-unité 30S du ribosome. Ici, la petite, je vais plus mon curseur, bien sûr en gardant un œil sur les textes. Une fois qu'ils se fixent ici sur la sous-unité 30S du ribosome, ils vont en fait provoquer une mauvaise lecture du codon au niveau de l'ARN messager. Voici l'ARN messager. La mauvaise lecture va se passer, ce qui fait que la bactérie va produire des mauvaises protéines. Elle a besoin de bonnes protéines pour exister, mais là, elle produira des mauvaises protéines. En produisant les mauvaises protéines, et ces protéines vont détruire la bactérie. Ça, c'est une partie de l'action. La deuxième partie chez les aminosides, c'est que les aminosides interfèrent avec ce qu'on appelle le complexe d'initiation 30S, 50S de l'ARN messager. Un complexe d'initiation pour commencer la traduction des protéines. Alors le complexe d'initiation, c'est une sorte de codon, des codons d'initiation, et ces complexes d'initiation, codon plus ribosome et autres, il est bloqué ou il est perturbé, ce qui fait qu'il y a une mauvaise lecture également. Dans tout ceci,
les mauvaises protéines vont être produites pour la bactérie, ce qui va la tuer. Mais il y a aussi une action bactéricide au niveau de la membrane cytoplasmique bactérienne. L'effet bactéricide est également observé et parfois il est rapide et puissant, mais il est très court. Deuxième groupe d'antibiotiques, ce sont les cyclines. Les cyclines se fixent également à la sous-unité 30S du ribosome, ça signifie la petite. Mais en faisant quoi? En empêchant l'ARN de transfert de s'attacher au complexe ribosomal. Souvenez-vous, l'ARN de transfert doit venir pour s'attacher, mais les cyclines, en fait, se fixent à la sous-unité 30S et empêchent l'attachement de l'ARN de transfert au complexe ribosomal. Par conséquent, comme ils ne se sont pas attachés, il n'y aura pas d'acide aminé, en fait, il n'y aura pas d'anticodon qui va être apporté pour lire le codon, le message du code décodé, en fait, et produire l'acide aminé. Par conséquent, il n'y aura pas d'acide aminé apporté au complexe ARN messager ribosome pour la synthèse des protéines. Pourquoi? Parce que l'ARN de transfert est empêché de se fixer, de s'apparaître au codon correspondant, et donc il n'y aura pas d'acide aminé qui va être apporté. Troisième antibiotique, les phénicolés. Les phénicolés, eux, ils se fixent à la grande sous-unité, à la sous-unité 50S du ribosome, et ils vont inhiber la formation des liaisons peptidiques au niveau de l'ARN de transfert. Souvenez-vous, l'ARN de transfert vient avec l'anticodon qui doit se fixer sur le codon correspondant, et dès qu'il y a appariement, il va y avoir libération, suivant la lecture du code génétique, d'un acide aminé précis. Dans ces cas, une fois que le phénicolé se fixe à la sous-unité 50S du ribosome, il va inhiber la formation des liaisons peptidiques au niveau du site P ici. D'accord? C'est là que l'ARN de transfert se fixe. Par conséquent, comme le site de formation des liaisons peptidiques, parce que c'est cette liaison peptidique qui va permettre de pouvoir produire l'acide aminé qui va s'attacher à la chaîne des protéines qui a commencé à être formée. La conséquence, c'est qu'aucun acide aminé ne va se fixer sur la chaîne des peptides. Donc, la bactérie n'aura pas d'acide aminé pour compléter ses protéines, et les protéines seront incomplètes et de mauvaise qualité. Les macrolides apparentés, eux, en fait, ils bloquent la sortie des peptides dans un tunnel de sortie sur la sous-unité 50S du ribosome et empêchent l'élongation de la chaîne peptidique. Évidemment, lorsque les peptides qui ont été formés au niveau du ribosome doivent entrer dans les tunnels pour sortir au site E, d'accord, sur la sous-unité 50S, les macrolides vont bloquer ce site-là, ce qui fait qu'il n'y aura pas libération des protéines. Et donc, l'élongation de la chaîne polypeptidique ou peptidique n'aura pas lieu. Les antibiotiques, les bactéries vont manquer des protéines correspondantes. Alors, sur cette image, voici tous les résumés que je vais reprendre un à un. On commence par les aminosides. En bas, les aminosides agissent à deux niveaux. Ils se lient à la sous-unité 30S, d'accord, et font que l'ARN messager puisse être mal lu. Donc, ils provoquent une mauvaise lecture du code génétique au niveau de l'ARN messager, mais en même temps, ils vont interférer avec les complexes d'initiation au niveau des sous-unités 30S et 50S avec l'ARN messager, ce qui fait que le code génétique va être perturbé et bloqué. Les cyclines, eux, ils se fixent là, à la sous-unité 30S du ribosome, et ils vont interférer avec la fixation de l'ARN des transferts. Ça, c'est le codon qui est là avec ces trois fourchettes que vous voyez, ces trois barres qui représentent une fourchette. L'anticodon qui vient avec l'ARN des transferts devrait venir se fixer ici. Malheureusement, le tétracycline, il va interférer avec la fixation de l'ARN des transferts ici. Par conséquent, il n'y aura pas d'anticodon qui viendra pour se fixer au codon et décoder le message. Fini. Pas de bonnes protéines pour la bactérie. Les phénicolés, eux, ils se fixent à la sous-unité 50S, comme vous le voyez ici, la grande sous-unité, et ils empêchent la formation des liaisons peptidiques, parce que c'est la liaison peptidique qui va faire en sorte que l'acide aminé qui s'est fixé sur le site A puisse passer sur le site P pour subir la peptidation. Et une fois qu'ils ont subi la peptidation, ils vont maintenant sortir au niveau du site E. Maintenant, le chloramphénicol ou les phénicolés en général, ils vont inhiber la formation
de liaison peptidique au niveau du site P. Alors, lorsque la liaison peptidique n'est pas formée, il n'y a pas de protéines, donc il n'y a pas d'acides aminés qui vont être formés pour s'attacher à la chaîne qui était en constitution, et donc pas de bactéries. Et finalement, les macrolides, eux, et les apparentés, ils vont bloquer la sortie des polypeptides. Une fois que la chaîne des polypeptides est formée, elle sort dans un tunnel, d'accord, au niveau de la sous-unité 50S. Eux, ils bloquent la sortie du polypeptide au niveau du tunnel, là, notamment là où il y a les sites exit, afin de prévenir l'élongation de la chaîne. Voilà 4 antibiotiques qui agissent sur le ribosome de manière tout à fait différente. Un mot que je n'ai pas dit, les antibiotiques qui détruisent la bactérie, en général, sont dits bactéricides. Par contre, les antibiotiques qui empêchent le fonctionnement de la bactérie, par exemple dans ces cas ici, en lui fournissant des mauvaises protéines, sont dits bactériostatiques. Le groupe suivant d'antibiotiques, ce sont les sulfamidés. Les sulfamidés. Les sulfamidés, au fait, ce que vous devez savoir au départ, c'est qu'il y a une structure chimique qu'on appelle le PABA, le para-aminobenzoïque acide, qui en fait est produit pour être transformé en dihydrofolate. Les dihydrofolates vont subir une réduction chimique pour donner des trihydrofolates, et les trihydrofolates vont intervenir dans la synthèse de l'acide folique dont a besoin les bactéries. Dont a besoin les bactéries. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le para-aminobenzoïque acide qui commence l'histoire ou qui initie la synthèse de l'acide folique va être inhibé. Par quoi? Parce que les sulfamidés ont une analogie structurelle. Ils sont à peu près semblables au PABA. Alors, une fois que vous les prenez, ils sont libérés en grande quantité dans le sang, etc. Et dans les tissus, ils vont avoir une analogie structurelle avec le PABA. Alors, par analogie structurelle, ils vont provoquer ce qu'on appelle une inhibition compétitive du PABA parce qu'on leur a donné une bien forte sensibilité par rapport au récepteur qui est le PABA normal. La conséquence est que le PABA va être inhibé. Une fois que le PABA va être inhibé, la production des dihydrofolates, des trihydrofolates et finalement de l'acide folique va être détruite. Et la bactérie, par carence d'acide folique, mourra. Et donc, puisque la bactérie manque d'acide folique, son métabolisme sera perturbé. Mais il faut savoir également que les sulfamidés ont un deuxième mécanisme d'action qui est intéressant, c'est qu'ils réduisent le nombre de nucléotides qui sont impliqués dans la synthèse des acides nucléiques. Pourquoi? Parce qu'ils inhibent les bases puriques. Ça, c'est important. C'est par les deux mécanismes qu'ils agissent. L'autre antibiotique, c'est la rifampicine. La rifampicine, elle, agit sur l'ADN. D'accord, sur la synthèse de l'ADN ou la chaîne de l'ADN. Pourquoi ou comment? Voici l'ADN. L'ADN est transcrit en ARN messager grâce à l'action de l'ARN polymérase. Et finalement, l'ARN messager va être traduit en protéines. Alors, que fait la rifampicine? La rifampicine inhibe la transcription de l'ADN en ARN messager. Comment ça? En inhibant l'ARN polymérase, notamment l'ARN polymérase 2. Une fois que l'ARN polymérase est inhibé, l'ADN ne peut pas être transcrit en ARN messager et pour donner des protéines. Par conséquent, les bactéries n'auront pas du tout de protéines, elles mourront. En même temps, la rifampicine produit ce qu'on appelle des radicaux libres qui vont détruire l'ADN bactérien par un effet de toxicité de l'ADN directement. Donc, ce sont ces deux mécanismes par lesquels la rifampicine agit. Les quinolones. Les premiers quinolones qui ont été faits n'étaient actifs que sur les bactéries gram négatifs. C'est notamment l'acide nalidixique, le négram que les vieux connaissent, et l'acide pipémédique, le pipram. Ensuite, les chimistes ou les pharmaciens ont amélioré la formule
en ajoutant un atome de fluor, d'accord, et ainsi que les piperazines au quinolone. Par conséquent, les quinolones vont devenir les fluoroquinolones parce que on y a ajouté un atome de fluor et un cycle de piperazine. La conséquence de ces deux ajouts est que le spectre de l'antibiotique a été élargi de sorte qu'il peut agir et sur les bactéries gram positifs et sur les bactéries gram négatifs. Voilà pour comment on part d'un antibiotique à spectre réduit à un antibiotique à large spectre. Alors, comment agissent les quinolones? Les quinolones inhibent une enzyme particulière qu'on appelle l'ADN gyrase. L'ADN gyrase appartient aux enzymes qu'on appelle les topoisomérases. Les topoisomérases, ce sont les enzymes qui président à l'enroulement et au désenroulement de l'ADN. Souvenez-vous, l'ADN est enroulé dans les bactéries ou dans les cellules. Alors, pour commencer la réplication, il faut que les deux brins d'ADN puissent se désenrouler. Ensuite, maintenant, ils peuvent se séparer grâce à l'action de l'hélicase. Et maintenant, la réplication peut commencer à partir du point ORI. Il faut qu'on fasse mon cours de biologie moléculaire, bien sûr, que vous verrez en ligne. Mais cependant, pour que l'ADN se désenroule, il faut l'action des topoisomérases. Et quand la réplication aura eu lieu et que les deux brins d'ADN parallèles ou antiparallèles seront formés, les deux brins doivent s'enrouler encore. Pour s'enrouler, il faut qu'il y ait encore l'action de la topoisomérase. Et l'une des topoisomérases, c'est l'ADN gyrase. Par conséquent, les quinolones ou les fluoroquinolones, ils inhibent l'ADN gyrase. Comment ça? Ils vont diffuser de manière passive dans les cytoplasmes de la bactérie pour atteindre l'ADN. Souvenez-vous, les bactéries n'ont pas de noyaux, leur ADN est dans les cytoplasmes, ce qui fait que la diffusion est facile et voilà, leur propre déficience anatomique va les tuer dans ces cas. Ils vont diffuser du cytoplasme vers l'ADN bactérien, ce qui fait qu'il y aura formation d'un complexe ADN gyrase quinolone. Et ce qui fait que l'ADN gyrase va empêcher aux deux brins qui ont été synthétisés de se recoller pour s'enrouler, ou il va empêcher le désenroulement des deux brins pour pouvoir se répliquer. Et dans les deux cas, la bactérie ne pourra pas avoir de nouveaux ADN, ce qui fait que la bactérie mourra. Simple. Les nitroimidazolés, d'accord, nitrofurantoïne, etc. Comment est-ce qu'ils agissent? Vous devez d'abord savoir que dans certaines cellules, il existe ce qu'on appelle le système de transporteurs d'électrons cytoplasmiques. À quoi sert ce système de transporteurs d'électrons? Il a pour rôle de pouvoir réduire les groupements nitro en hydroxylamine. Alors, une fois que cette réduction a lieu, le groupement nitro est réduit parce que c'est nitroimidazolé. La molécule amène le groupement nitro, NO2, et le groupement nitro doit être réduit par le système de transporteurs d'électrons. Donc, pour que cet antibiotique soit utilisé, il faut que la cellule soit capable de produire ce système de transporteurs d'électrons cytoplasmiques. Alors, quand ce système de transporteurs d'électrons est présent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le groupement nitro qui est dans la molécule, ils vont le réduire en hydroxylamine. Alors, une fois que l'hydroxylamine est produite, elle va diffuser dans l'ADN des bactéries ou des parasites. Et quand il est libéré, cette hydroxylamine a une seule mission. Il va oxyder toutes les régions de l'ADN qui sont riches en adénine et en thymine. Donc, il va les oxyder. Et une fois après oxydation, cela va entraîner des coupures des brins d'ADN. L'ADN sera séquencé, découpé en petits morceaux, notamment dans toutes les régions qui comprennent l'adénine et la thymine. Conséquence, la bactérie va mourir. Alors, il est important de noter que il n'y a que les anaérobies, d'accord, et les parasites qui sont capables d'effectuer cette réduction du groupement nitro en hydroxylamine. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent le système des transporteurs d'électrons. Voilà pourquoi les cliniciens, sans le savoir ou les autres, quand on a une infection aux anaérobies, évidemment des infections parasitaires, ils disent qu'ils vont prescrire le métronidazole, le flagyl, l'étinidazole, etc. Bien sûr, c'est parce que
les cellules qui les reçoivent ou les bactéries sont capables d'utiliser, de réduire le groupement nitro en hydroxylamine qui va diffuser dans l'ADN. Voilà maintenant que vous êtes informé. La nitrofurantoïne ou la furadentine, qui est un antiseptique urinaire, a un mécanisme semblable au nitroimidazolé. Seulement que dans sa composition chimique, les nitrofurantoïnes, cette fois-là, permettent même aux bactéries aérobies et anaérobies d'effectuer la réduction du groupement nitro en hydroxylamine. Voilà pourquoi, cette fois-là, la nitrofurantoïne est utilisée même en cas d'infection avec les bactéries gram négatifs, notamment les non-fermentants, les pseudomonas et la cyanidobactère. Ça signifie que logiquement, les nitroimidazolés n'agissent que sur les germes anaérobies et bien sûr des parasites à cause de leur capacité. Maintenant, la molécule, la nitrofurantoïne, a été chimiquement modifiée pour qu'elle ait le même mécanisme d'action, mais qu'elle ne requiert pas du tout cette réduction. En fait, qu'elle requiert la réduction, mais pas seulement au niveau des germes anaérobies et des parasites, mais également des germes aérobies. Voilà pourquoi ils vont avoir les mêmes mécanismes d'action. Je pense que nous avons ici parcouru les différents mécanismes d'action des antibiotiques. Alors, il est de coutume de parler du spectre d'action, mais également de l'origine des antibiotiques. C'est une question que mon patron, professeur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum, aime beaucoup en bactériologie, l'origine biologique ou chimique des antibiotiques. Alors nous allons faire le petit jeu, mais c'est très intéressant, c'est important de le connaître. La pénicilline G et ses dérivés, ils sont sensibles, ce sont des molécules qui résistent, qui sont sensibles à l'acidité gastrique. Voilà pourquoi, en général, on les donne par voie parentérale. Il n'y a que la pénicilline V ou la pénicilline orale qui peut résister. D'où provient la pénicilline? La pénicilline provient des deux champignons, le Penicillium notatum et le Penicillium chrysogenum. Son spectre d'action est là, il agit contre plusieurs bactéries, d'accord? Des grammes positifs, notamment les coques, quand vous avez des infections aux coques. Et les coques, que ce soit gram positif ou gram négatif, la pénicilline agit très bien, c'est un très bon médicament pour ces genres d'infections. Et aussi quand vous avez des infections au bacilles gram positif, les Corynebacterium, Bacillus anthracis, l'anthrax dont on parle, tout le monde panique et ça se soigne aussi par la pénicilline, plus simple que ça. Les listeria et quelques anaérobies, même si on a des soucis d'allergie et parfois des chocs anaphylactiques. La pénicilline M, qui agit beaucoup sur les staphes, mais elle résiste à l'acidité gastrique. Voilà pourquoi on peut la donner par voie pérose. Elle est d'origine semi-synthétique et elle agit également sur les bactéries, les staphylocoques qui produisent les pénicillinases. Les aminopénicillines également résistent à l'acidité gastrique. Elles sont d'origine semi-synthétique et elles agissent un peu plus sur les coques gram positifs comme gram négatif, bacilles gram négatif et bacilles gram positifs. Les carboxypénicillines, ce sont les anticyaniques puissants. Ils peuvent être également donnés. En fait, ils sont donnés par voie parentérale simplement parce qu'ils sont sensibles à l'acidité gastrique. Et ils ont un spectre assez large dans lequel ils agissent également contre le pseudomonas. Les céphalosporines résultent des champignons qu'on appelle céphalosporium. Voilà pourquoi ils portent ce nom. Ils agissent sur des coques gram positifs et négatifs, ainsi que sur les bacilles gram positifs et négatifs en général. Mais il y a des particularités, par exemple les carbapenem, qui agissent contre les grammes négatifs, y compris les pseudomonas, et les inhibiteurs de bêta-lactamase, pas lactaminase, mais lactamase, qui agissent également sur les grammes négatifs et les non-fermentaires. Les aminosides ont la mauvaise réputation de ne pas être absorbés par voie intestinale, premièrement, et deuxièmement, d'être éliminés par voie rénale. La conséquence, c'est qu'ils se donnent toujours en injection, et quand vous avez des problèmes rénaux, on ne peut pas vous soigner avec ça parce que ça vous détruit particulièrement les reins. Et l'utilisation est souvent limitée à quelques jours, sauf dans certaines maladies, dans certaines infections telles que la tuberculose, et évidemment, ils peuvent être donnés au long cours. Alors, nous avons la streptomycine. Il provient
de Streptomyces griseus. Streptomycine provient de Streptomyces griseus. La néomycine provient du Streptomyces fradiae. La cannamycine provient du Streptomyces cannamyceticus. Parfois c'est facile, les noms sont inspirés du germe, mais parfois il n'en est rien. Par exemple, l'amicacine, c'est un dérivé semi-synthétique. La framicétine, elle résulte, là déjà vous pouvez vous égarer, du Streptomyces lavandulae. La paromomycine résulte du Streptomyces rimosus. La gentamicine, ça c'est une particularité, question préférée du professeur Mouyembe, la gentamicine résulte de Micromonospora purpurea. Voilà pourquoi c'est l'unique aminoside qui s'écrit avec I au lieu de Y, parce qu'il ne résulte pas, il ne provient pas du Streptomyces comme les autres. La gentamicine provient de Micromonospora purpurea. Voilà pourquoi la gentamicine ne s'écrit jamais avec Y, parce que c'est une absurdité. Voilà. La spectinomycine dérive des Streptomyces spectabilis. Ils agissent contre les mycobactéries, les staphylocoques et les bacilles à gram négatifs. Mais ils ont des problèmes particuliers, à part la fièvre, les allergies, mais c'est une atteinte notamment du nerf vestibulo-acoustique. Et ils ont des problèmes d'autotoxicité, toxicité au niveau du système auditif, mais également la néphrotoxicité. Les cyclines, il n'y en a pas beaucoup. Nous avons la chlortétracycline et la tétracycline qui proviennent du Streptomyces. Et puis nous avons la téramycine qui provient précisément du Streptomyces rimosus. Le spectre comprend les coques. Quand vous avez les bactéries, les coques, parfois certains bâtonnets gram positifs, souvent les coques gram positifs, les coques gram négatifs, bacilles gram positifs et négatifs. La particularité des cyclines, retenez bien, c'est souvent l'action contre les mycoplasmes. Les mycoplasmes, ce sont des bactéries qui n'ont pas de parois. Contre les Rickettsia, qui sont des bactéries intracellulaires obligatoires. Contre les chlamydia, bactéries intracellulaires obligatoires. Et contre les Borrelia, qui sont les spirochètes et les Pasteurella. Leur défaut, c'est la perturbation de la flore intestinale quand vous les prenez pendant longtemps. La coloration des dents en jaune, les dents deviennent jaunes. Alors, donc, s'ils sont déjà jaunes au départ, là, c'est compliqué. Ce sera comme la varice du Brésil. C'est pas agréable. Et surtout, chez les petits-enfants, vous devez veiller. Il ne faut pas taper sur l'enfant parce que les dents deviennent jaunes, mais vérifier qu'il prend la tétracycline pendant longtemps. Et il interfère avec le développement osseux. Voilà pourquoi il ne peut pas être prescrit pendant très longtemps aux petits-enfants. Et il y a une notion d'hépatotoxicité qui est quand même importante. Et une anémie hémolytique. Les macrolides. Les macrolides, nous avons l'érythromycine qui provient des Streptomyces erythraeus. L'oléandromycine qui provient des Streptomyces antibioticus. La spiramycine qui provient des Streptomyces ambofaciens. Et l'incomycine qui provient des Streptomyces lincolnensis. Ils agissent beaucoup sur les coques à gram positif. Donc, quand vous avez des coques gram positif ou gram négatif, les cyclines, les macrolides restent les meilleures molécules. Évidemment, ici, ils agissent sur les Neisseria, les Moraxella ou Branamella actuellement, les gram positifs, les Corinébactéries, les Listeria monocytogènes, les Bacillus. Voilà des germes très méchants, mais qui se soignent avec des macrolides, érythromycine, oléandrospiramycine et autres. En mind, en tête, les troubles hépatiques, les troubles digestifs et autres. Dans le groupe des peptides, il y a la gramicidine qui provient du Bacillus brevis, la bacitracine qui provient des Bacillus subtilis, une bactérie qu'on rencontre dans l'environnement au laboratoire, que c'est la bactérie qui contamine les boîtes de gélose au sang. Quand on dit les bacillus, c'est les Bacillus subtilis. Bon, voilà, c'est bien de se plaindre qu'il contamine les boîtes, mais déjà, il peut vous produire la bacitracine. La polymyxine B et la polymyxine E qui sont produits par ce qu'on appelle les Bacillus polymixa. Il agit sur certains bacilles gram négatifs et notamment sur les Proteus et les Serratia. Et il a une néphrotoxicité avérée. Les sulfamidés, voilà, ils sont semi-synthétiques, mais ils ont quelques effets secondaires pas très agréables tels que les raches, la cristallurie, vous produisez beaucoup des cristaux dans les urines, les troubles sanguins et notamment l'anémie hémolytique.
Les phénicolés, nous avons les chloramphénicols qui proviennent des lactinomycètes, de moins en moins utilisés ou abandonnés, je pense. Et puis voilà, actuellement, on synthétisait, bon, tout récemment pour dire, hein, parce qu'on les produit presque plus, on les synthétisait on les produisait par voie synthétique. Actifs sur le bacille gram-positif et négatif, notamment sur les rickettsias et chlamydia. Mais la bonne nouvelle est que les cyclines et les macrolides font déjà l'affaire, donc les phénicolés, on s'en fiche un peu. Pourquoi? Parce qu'ils provoquent l'aplasie médullaire, notamment les lignées cellulaires chez les petits enfants. Et on garde que les thiamphénicols qu'on pourrait utiliser, mais évidemment, de moins en moins, on les utilise. Les quinolones, ils sont d'origine synthétique, à large spectre. Le problème, c'est qu'ils interfèrent avec les cartilages décroissants chez les enfants. C'est difficile de les administrer pendant très longtemps, sauf bien sûr urgence vitale ou unique sensibilité existante. Là, on n'aura pas de choix entre la croissance de l'enfant et perdre l'enfant. Il y a d'autres antibiotiques qu'on utilise au laboratoire, tels que la novobiocine, qui en fait est produite par le Streptomyces niveus. Voilà les mécanismes d'action des bactéries, leur origine et autres. Alors on va, dans la dernière partie, parler de la résistance antibactérienne. Il faut savoir que les antibiotiques agissent que quand ils sont en concentration suffisante face aux germes. Première chose. 2. Il faut une concentration minimale inhibitrice, ce qu'on appelle la CMI en pharmacologie, pour permettre à la bactérie de pouvoir agir. La CMI étant la petite quantité d'antibiotiques capable d'inhiber la croissance bactérienne. Et troisième élément, pour avoir un résultat thérapeutique, c'est mieux que les taux, que ce soit des antibiotiques, que ce soit dans les sangs ou dans les tissus, soient à peu près ou au moins égal à CMI. Ça veut dire que quand on a une bactérie qui diffuse dans les sangs ou dans les tissus, il faut que sa concentration soit au moins égale à la CMI ou plus pour tuer la bactérie. Parce que si c'est moindre, ça ne fera pas la concentration minimale inhibitrice, donc la bactérie ne pourra pas être tuée. Et plus on augmente la CMI, plus ça signifie que la bactérie est résistante. Exemple simple, quand vous avez quelqu'un qui prend la bière, il prend un verre, il s'enivre, ça signifie que ce n'est pas un bon buveur, c'est un mauvais buveur. Plus le nombre de verres augmente, plus on est sous l'arbre. Bon, désolé pour ceux qui boivent, hein, bon, je n'ai rien dit, c'est juste un exemple. Donc l'augmentation significative de la CMI est une preuve que la bactérie résiste. Vous aussi, l'augmentation du nombre de verres de bière signifie simplement que vous résistez de plus en plus à l'alcool et vous devenez, j'allais dire alcoolo, mais bon, pas du tout. Alors, la résistance bactérienne, c'est le problème actuel qui, d'ici 2050, fera un carnage dans le monde entier. Dans l'autre présentation, j'ai juste brossé cela, mais ici, je vais quand même parler un peu plus. Voici cette carte de 2019 où on voit les décès dus à l'antibiorésistance, la résistance antimicrobienne. 43 000 cas de décès dans le continent nord-américain, 12 000 en Amérique centrale, 39 000 au Brésil, 16 000 en Argentine. En Europe, 52 000, 27 000, au Moyen-Orient 11 000, en Inde 56 000, en Mongolie 233 000. Mais après en Afrique, 185 000 dans l'Afrique de l'Ouest, 35 000 en Afrique centrale, 124 000 en Afrique orientale, etc. En résumé, en 2019 par exemple, il y a eu 4 millions, à peu près 5 millions, 4 millions 995, à peu près 5 millions de décès qui sont dus uniquement à la résistance aux antimicrobiennes. Et parmi ceux-là, il y a 1 million, à peu près 1 million 300 000 décès qui sont directement causés par la résistance antimicrobienne. Donc, 1 décès sur 5 chez les enfants de moins de 5 ans. C'est très grave. Et ça, ce n'est que le début. Ça va s'accélérer, ça va augmenter. Alors, sur ce diagramme, on montre les prévisions des morts attribuables à l'antibiorésistance d'ici entre 2025 maintenant et 2050. Regardez, en ordonnée, c'est le nombre de décès, en abscisse, c'est les années d'évolution. On partira d'1 million 100 000 à 1 million 200 000 en 2029. En 2035, on sera dans les 1 million 400 000 morts.
En 2040, on aura atteint 1 500 000 morts. En 2045, 1 700 000 morts. Et en 2050, à peu près 2 millions de morts uniquement à cause de la résistance aux antimicrobiens. Vous êtes avertis. Alors, d'ici 2050, si on veut prédire la mortalité par région, il y aura à peu près 317 000 cas de décès dans le continent nord-américain, uniquement dû aux résistances antimicrobiennes, 392 000 ou 392 000 en Amérique latine, 390 000 en Europe, vous voyez que c'est gentil chez eux. En Asie, il y aura 4 730 000 morts dus à la résistance antimicrobienne. Et regardez en Afrique, l'Asie est plus gros que l'Afrique, mais l'Afrique, il y aura 4 150 000 décès. Ça va arriver. Ensuite, dans les autres décès liés aux causes aux maladies infectieuses, on attend des décès à peu près 60 000 dus au tétanos, les accidents de trafic, pas seulement les maladies infectieuses, les accidents de trafic routier 1,2 million, la rougeole 130 000, les maladies diarrhéiques 1 400 000 et on aura à peu près en 2050 10 millions de morts uniquement dus à la résistance antimicrobienne. Vous voyez que c'est dramatique, d'où la nécessité de faire attention, de ne pas prendre les antibiotiques, de ne pas les prescrire à volonté au choix. On les verra dans les décisions à prendre. Et il faut prendre des décisions courageuses. Ça commence par les pays, par mon pays, la RDC. Il faut des mesures correctes, sérieuses. Ne pas vendre du tout les antibiotiques à la pharmacie. Quelqu'un a des maux de tête, il prend l'ampicilline. Quelqu'un a une dysménorrhée, je ne sais pas par quel mécanisme, il prend l'amoxicilline. Quelqu'un a eu des rapports sexuels non protégés et il veut faire la contraception avec plusieurs capsules de tétracycline. Quelle absurdité! Malheureusement, on développe des résistances. Et pour cela, il faut que les pharmaciens, les ventes d'antibiotiques en pharmacie soient limitées. En Europe, aux États-Unis, c'est fait déjà au Japon. On achète les antibiotiques que sur prescription médicale, mais en Afrique, évidemment, nous-mêmes, on fabrique nos antibiotiques, sinon on se les tape au choix et au goût, selon les conseils des voisines et des voisins. Malheureusement, c'est très mal pour le pays. Alors, la résistance bactérienne, elle peut être naturelle, intrinsèque ou alors acquise. Quand elle est naturelle, elle est caractéristique, c'est une caractéristique propre à toutes les souches d'une même espèce, c'est connu. Par exemple, Klebsiella est naturellement résistant à l'ampicilline. Bacillus anthracis est naturellement sensible, par exemple, à l'ampicilline. Ces types de résistances sont d'origine chromosomique et elles se transmettent verticalement, ça veut dire de la mère à la fille, de la bactérie mère à la bactérie fille dans toute la descendance. Les entérobactéries, par exemple, sont résistants aux pénicillines, d'accord. Les Klebsiella à l'ampicilline, les streptocoques et les aminosides, voilà, peuvent avoir également des résistances. Mais la résistance, quand elle est acquise, elle s'est faite sur les souches qui, au départ, étaient sensibles. Vous avez toujours soigné une pharyngite streptococcique avec la cloxacilline ou alors un autre antibiotique. Mais après plusieurs années, ça ne marche plus. Ça signifie que c'est une résistance acquise. Normalement ou initialement, les souches étaient sensibles. Elles sont également d'origine chromosomique suite à des mutations, mais surtout d'origine plasmidique. On a étudié les plasmides avec les épisomes, vous avez vu la différence, c'est parfait. Et la transmission, elle est horizontale et verticale. Pourquoi? Souvenez-vous, les mécanismes de transfert des gènes, la transformation, on transfère les plasmides avec les facteurs de résistance, la transduction, la conversion lysogénique, ils suffisent déjà à eux, seuls à pouvoir transmettre les gènes, mais aussi les transmissions verticales des bactéries mères aux bactéries filles. Alors, quels sont les mécanismes de résistance bactérienne? Il y a des mécanismes chromosomiques, ce sont les mutations. Mais en clinique, souvent, cela se traduit par une résistance unique. Et ce sont des résistances qui sont à peu près de 10 à 20%. Et il y a des antibiotiques qui sont connus mutagènes, qui ont la facilité de pouvoir faire des mutations, contrairement à d'autres. Ce sont les antibiotiques tels que les quinolones, la fosfomycine, l'acide fusidique, la rifampicine et céphalosporine. Voilà pourquoi vous ne devez pas les utiliser en désordre. Et naturellement, ils sont placés dans le groupe Watch de l'OMS parce qu'ils ont une capacité de mutation élevée.
Les mécanismes peuvent être extrachromosomiques, ça veut dire qu'ils sont transférables par les ADN extrachromosomiques, donc les plasmides notamment, et des transposons qu'on a vus, les éléments mobiles excisables qui peuvent s'intégrer parce qu'ils possèdent une enzyme qu'on appelle la transposase ou l'intégrase. Et donc, ils peuvent transférer des blocs de multirésistance d'une bactérie à une autre. Souvenez-vous, un ADN tout entier qui passe d'une bactérie à une autre. Et sur cet ADN, il y avait la résistance au chloramphénicol, aux cyclines, aux aminosides et aux bêta-lactamines. Dès qu'une autre bactérie l'acquiert, elle acquiert l'ensemble des mécanismes. Bon. Ici, environ 20% du matériel génétique bactérien se trouve en dehors du chromosome, vous le savez, dans les plasmides et les épisomes. Et chez les entérobactéries et les staphylocoques principalement. Ce qui fait que ce type de résistance va très rapidement se manifester par les transferts des gènes dont j'ai parlé. Alors, il existe une diversité pour classifier les bêta-lactamases, parce que les bêta-lactamases, ce sont les enzymes les plus célèbres sécrétées par les bactéries qui désactivent, qui inactivent, qui détruisent les bactéries, les antibiotiques qui leur sont administrés. Donc, vous donnez des antibiotiques aux bactéries, les bactéries les réceptionnent très gentiment, ils les détruisent et ils vous l'envoient à l'expéditeur. Conséquent, ils résistent très bien, ils sont heureux. Donc, vous soumettez les gens aux antibiotiques et puis les bactéries aux antibiotiques et vous voyez que les bactéries sont très heureuses. Et vous vous demandez pourquoi, mais parce qu'elles résistent. Alors, il y a une classification. Auparavant, on avait utilisé la classification d'Ambler, mais on l'utilise de moins en moins. Il y a une classification moléculaire qui est basée sur la séquence des acides aminés et les sites fonctionnels catalytiques. Quand on se base sur les domaines fonctionnels, on classifie les bêta-lactamases en sérine bêta-lactamase et en métallo-bêta-lactamase. Alors, ici, je reprends l'ensemble de la classification. Comme je l'ai dit, elle se base sur la séquence des acides aminés et sur leur site fonctionnel catalytique. Alors, quand on se base sur les domaines fonctionnels catalytiques, les bêta-lactamases sont divisées en deux groupes, les sérines bêta-lactamases et les métallo-bêta-lactamases. Mais par contre, quand on se base sur la séquence des acides aminés des bêta-lactamases, les bêta-lactamases, dans les sérines bêta-lactamases, on a la classe A, où on a les bêta-lactamases TEM, KPC, SHV et CTXM. On a la classe C, là où on a AMPC et CMY. Et on a la classe D avec OXA et les autres BLSE qui interviennent. Dans les métalloprotéases sur base de la classification catalytique fonctionnelle, on a la classe B qui comprend les VIM et les NDM. Ce sont les différentes bêta-lactamases que je ne décris pas ici. Alors, quels sont les mécanismes que les antibiotiques, les bactéries utilisent pour détruire ou alors pour contourner l'action des antibiotiques sur eux? Ce sont des vrais combattants, ils savent résister et transformer la situation à leur faveur. Premièrement, c'est l'imperméabilité. L'imperméabilité, elle est due aux porines. Souvenez-vous, les porines par lesquelles les molécules entrent pour aller dans les périplasmes diffusés commencent à agir. Alors la bactérie crée une imperméabilité à cause de l'action sur certains opérants, etc. Et vous empêche l'antibiotique d'entrer en elle. Nous avons la pompe de flux ou l'excrétion de l'antibiotique. Ça, ce sont les entérobactéries. Il reçoit très bien votre antibiotique, il l'avale, ensuite il l'excrète. Ça ne lui fait rien du tout. 3. L'inactivation enzymatique, notamment ce qu'on a vu, les bêta-lactamases et autres. Et il y a aussi le système de modification de la cible. Et ça, c'est très grave. L'antibiotique cible attaque une cible précise. La bactérie modifie ou verrouille la cible pour que vous ne puissiez pas lui tirer dessus. Et la bactérie survit. Voici les cibles des antibiotiques. La paroi, la membrane cytoplasmique, l'ADN bactérien et les ribosomes. Et voici, ça c'est à gauche. À droite, voici le mécanisme de résistance. Il y a le mécanisme de flux, le flux actif. La bactérie entre, l'antibiotique entre dans la bactérie expulse votre antibiotique et flux actif. La bactérie peut modifier la cible moléculaire de l'antibiotique, il la verrouille ou alors il la modifie de sorte que l'antibiotique vient, il ne trouve pas la cible sur laquelle il doit se fixer pour agir, il va circuler jusqu'à finir, mais il n'a pas trouvé.
Troisième principe, c'est l'inactivation enzymatique grâce aux différentes enzymes et aussi l'imperméabilité. L'antibiotique n'arrive même pas à pénétrer dans la bactérie. Ça, ce sont des mécanismes de résistance. Modification de la cible, imperméabilité, inactivation enzymatique, expulsion de l'antibiotique. Alors, vous dites, est-ce que les bactéries peuvent nous faire ça? Oui, c'est ça qu'ils nous font régulièrement. Quand vous prenez un antibiotique, vous continuez à être malade, vous vous sentez mal, on doit changer d'antibiotique. C'est parce que l'un de ces 4 mécanismes est arrivé dans votre corps. Voilà pourquoi vous devez éviter de boire les antibiotiques en désordre. C'est l'anarchie. Ce sont les mêmes mécanismes que j'ai repris avec différentes explications. L'essentiel, c'est ce que j'ai dit. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent l'émergence des résistances bactériennes, des résistances aux antibiotiques? Ici, je dois taper très fort et solidement. L'usage abusif des antibiotiques. Abusif, ça veut dire que tu as mal aux dents, antibiotiques. Tu as les dysménorrhées, antibiotiques. Tu ne t'endors pas la nuit, antibiotiques. Et quand tu rapport sexuel non protégé, on te dit que la tétracycline a un effet contraceptif puissant parce qu'il détruit les spermatozoïdes. Faux, et tu vas prendre de l'antibiotique sans raison. Ça, c'est l'usage abusif. L'usage irrationnel des antibiotiques sans réfléchir. Et ça commence à l'hôpital, hein? Pas seulement les paisibles citoyens, mais l'hôpital. Le médecin qui prescrit quelque chose pour quelqu'un qui fait la fièvre, il n'a pas d'antibiogramme, mais évidemment, il dit j'ai mis une antibiotique de couverture. Maman, vous prendrez ceftriaxone pendant 3 jours, sans raison apparente. Antibiotique de couverture, je ne sais pas s'il couvre quoi. Voilà. Et ceci concerne les humains, concerne les animaux, les vétérinaires surtout, parce qu'ils veulent protéger leurs animaux pour qu'ils ne tombent pas malades. La moisson doit être importante, les cheptels, les têtes de bétail ne doivent pas mourir, etc. Il faut ça. Mais aussi dans l'environnement, on utilise des antibiotiques dans les aliments, etc. pour que les sémailles ne soient pas détruites, etc. Et voilà la conséquence, on développe les résistances. Deuxième cause, usage inadéquat d'un antibiotique. Il est de coutume que les gens prennent l'antibiotique, soit à dose insuffisante, surtout quand c'est une copine qui t'a conseillé. Ah, moi, quand j'avais mal, j'avais fait cette diarrhée-là. Hey, j'ai simplement acheté tétracycline ou doxycycline. Ça m'a fait du bien. Et voilà une autre qui fait une intoxication alimentaire, qui fait une amibiase. Il va aller prendre une antibiotique qui n'est pas du tout indiquée. Et évidemment, la dose ne sera pas suffisante parce qu'il ne connaît pas la posologie. Elle va juste demander, on prend combien de boules ou combien de graines? 1 ou 2? 2. Bon, voilà, sans raison, sans posologie. Et dès que les symptômes s'arrêtent, la personne arrête. La durée insuffisante. Et ça, c'est très fréquent, même chez les médecins. Nous, les médecins, les mauvais utilisateurs des antibiotiques, nous. On prend durée insuffisante. Dès que vous sentez bien, vous arrêtez. Je n'aime pas trop les médicaments, mais pourquoi avoir commencé? Mais il y a un autre facteur en Afrique, ça c'est le carnage, c'est la qualité des antibiotiques. Tout le monde veut faire les antibiotiques. Bien sûr, il faut booster la production nationale pour soutenir les autorités. Nationalistes, c'est bien. Mais on produit des antibiotiques de mauvaise qualité. Alors, ce n'est pas ça qui va sauver les malades, ça va les tuer. Vous prenez l'amoxicilline, 2 fois 500 mg ou alors 2 fois 1 gramme, vous ne sentez rien. En fait, le principe actif est très dilué. Vous êtes obligé de prendre des grosses doses. Les bactéries aussi s'habituent à prendre des grosses doses comme vous. Et finalement, il en faut trop ou pas du tout pour que les bactéries puissent ressentir l'effet. Vous pouvez également avoir des communautés avec des taux de résistance élevés. Quand vous avez des gens qui prennent des antibiotiques sans raison, comme ceci, alors vous allez trouver dans une population où des gens ont déjà développé des mécanismes de résistance aux antibiotiques sans raison. La communauté a un taux de résistance déjà élevé au départ. Et ça, c'est difficile à gérer. Après, vous avez un foyer infectieux avec un inoculum important. Pourquoi? Parce que dans ces foyers infectieux, vous pouvez avoir des mutants qui sont résistants. Et ça aussi, c'est un effet. Sur cette image, regardez par exemple l'effet que fait l'antibiothérapie, par exemple sur les bactéries du tube digestif. En temps normal, dans le tube digestif, il y a très peu de germes pathogènes et beaucoup de germes commensaux.
ou les saprophytes, les commensaux, les symbiotiques et autres, ils y sont. Très peu de germes pathogènes. Ensuite, vous prenez les antibiotiques pendant 2 semaines, 3 semaines à la fin, au lieu de quelques germes pathogènes qui étaient, parce que vous avez tué la majorité des germes, les habitants normaux, les germes commensaux. Il y a émergence des bactéries résistantes. Celles-là qui vont résister à tous ces antibiotiques vont devenir nombreux. Et finalement, quand ils deviennent nombreux, ou elles deviennent nombreuses, ces bactéries, elles vous rendent malade et vous avez vous-même sélectionné volontairement les antibiotiques qui vont rester en vous, mais ce sont les méchants que vous avez gardés. Vous avez perturbé l'équilibre, l'écosystème, la flore de votre intestin en prenant des antibiotiques simplement parce que vous faites les savants. Ce n'est pas bon. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre la résistance aux antibiotiques? Ça, c'est des conseils, bon, qu'on peut donner à tout le monde, mais bon, c'est à prendre ou à laisser. Premièrement, au niveau individuel, n'utilisez les antibiotiques quand ils sont prescrits par un personnel de santé. J'ajoute qualifié, parce que personnel de santé, il y en a partout, même non qualifié. Alors, parfois, c'est même notre naïveté. Vous allez à l'hôpital, c'est un hygiéniste qui vous dit prends d'oxycycline. Mais parce qu'à l'hôpital, parfois en Afrique, l'hygiéniste a la blouse comme le docteur, le pharmacien a la blouse comme le mec du labo. Et finalement, tout celui qui a une blouse, là, vous l'appelez docteur. Et il vous dit de prendre le médicament qui, en fait, n'est pas indiqué. Et pour le faire, il faut avoir un antibiogramme, un test de sensibilité pour savoir tel antibiotique est actif et celui-là ne l'est pas. Bannir l'automédication. Tu as de la fièvre, ça doit être l'infection. Voilà, amoxicilline. Non, double dose. Amoxicilline plus ceftriaxone. Le malheur est qu'on prend toujours les antibiotiques par voie orale parce que les injections, les nègres ont peur des injections. Donc ils ne vont pas s'injecter. Je ne vais pas voir quelqu'un qui fait de la fièvre, il dit je me mets gentamicine injectable. Non, on a trop peur de la piqûre. Ah, tétracycline, oui, c'est gentil, ça glisse dans la gorge. On prend. Respecter la posologie, les doses prescrites. Alors, je connais quelqu'un. Docteur, oui, j'ai les tétracyclines, comment est-ce qu'on prend? Je demande pourquoi vous l'avez. Oh, j'ai acheté parce que je me sentais mal. Vous saviez quoi? Oh, j'avais les maux de tête, je ne dors pas bien. Mais en quoi est-ce que la tétracycline est un problème? Et ça, c'est vrai. Expérience vraie, c'est pas pour plaisanter. Ne partagez jamais vos antibiotiques avec d'autres personnes ou n'utilisez pas les médicaments qui restent des autres. Suivez les règles d'hygiène, tenez à jour vos vaccinations. Bon, voilà, ça c'est de manière générale. Personnel de santé, lavez les mains, les instruments et leur environnement. Ne prescrire et ne délivrer les antibiotiques que quand ils sont indiqués. Et suivez les lois qui sont en cours. Par exemple, quand on a une infection, par exemple le Staphylococcus aureus, que prévoit votre loi ou votre hôpital ou votre guideline? On utilise les antistaphylococciques, les pénicillines, les aminopénicillines, à défaut quelques macrolides, etc. Il ne faut pas aller bombarder avec rovamicine, comme je vous ai dit, quelqu'un qui souffre de Covid, qui est un virus, on lui bombarde les rovamicines, c'est sadique. Signaler les infections résistantes aux antibiotiques aux équipes de surveillance. Mais pour les faire, il faut commencer par faire les antibiogrammes. Les cliniciens sont arrogants. Les médecins sont arrogants, je le suis. Alors nous sommes arrogants. Pourquoi? La clinique est souveraine, c'est ça que nos maîtres nous ont appris. Tu regardes un patient, et bien sûr, pour certains cas, ça marche. Mais faites un antibiogramme pour avoir le vrai diagnostic de certitude. De toute façon, le laboratoire est le guide. Il éclaire les cliniciens et puis il prend des décisions. Bon, bien sûr, je parle du laboratoire parce que je suis médecin biologiste. Voilà. Faites l'antibiogramme. Quand vous avez une sensibilité, prescrivez maintenant. Et après avoir prescrit, et suivez. S'il n'y a pas, prenez l'antibiotique d'après. Non. Les médecins veulent des résultats très rapides, en urgence, pour qu'on voie que ce sont des bons traitants. Ça veut dire, le malade vient, je lui prescris ses médicaments. Le soir, madame, ça va? Oui, docteur, j'ai bien dormi, votre médicament est merveilleux. Oui, c'est parfait. Alors on dit, lui, c'est un bon médecin. Quand il vous envoie, il donne les médicaments, c'est parfait. Mais oui, il fait la magie, en fait. Il ne fait pas la vraie médecine parce qu'il n'a pas d'antibiogramme. Il prescrit par réflexe ou quoi, ce n'est pas bon. Il faut faire l'antibiogramme pour éviter les résistances. Parce qu'à la fin, en 2050,
on ne découvre presque plus de nouveaux antibiotiques. Ce qui fait qu'on n'a que très peu d'antibiotiques. Et quand on les utilise en désordre, d'ici à 2050, on n'aura pas d'antibiotiques. Quand la bactérie X viendra, j'allais dire vous mourrez, nous mourrons. Bon, ou vous mourrez. Moi non, bien sûr. Mais bien, vous voyez que c'est compliqué. Ça va nous emporter tous et c'est dangereux. Voilà pourquoi j'écris à l'urgence de ne pas prescrire les antibiotiques. Médecins, instruisez ou traitants, instruisez vos patients de prendre correctement les antibiotiques. Instruisez-les sur les résistances, sur les dangers d'usage abusif, sur la prévention des infections, à part les lavages des mains, etc. et autres qu'on peut mettre. Il faut aussi investir dans le secteur de la santé, les recherches et autres sur des nouveaux antibiotiques, les vaccins et autres. Bon, après, c'est bien de l'écrire en théorie. Bon, imaginez-vous ça à Conakry, à Accra, à Bangui, à Niamey, à Kinshasa. On n'est pas toujours prêt, d'accord, à faire ça parce qu'on n'a pas assez de ressources. C'est ici que nos politiques doivent investir. C'est important. Secteur agro-pastoral, ce sont les groupes, l'autre catégorie des bandits ou des meurtriers après les médecins. Après nous, les médecins, c'est eux. Ils écrivent, ils prescrivent, ils donnent des antibiotiques en désordre. Voilà pourquoi nous leur disons de ne donner les antibiotiques que sous contrôle vétérinaire. Très important. Ne pas utiliser les antibiotiques comme facteur de croissance ou la prévention ou pour la prévention des maladies. C'est dangereux parce que même dans la nourriture, vous mangez du poulet frais qui contient les antibiotiques, le porc frais, déjà riche en antibiotiques et les gènes de résistance, vous les avalez gentiment. Mais bon, qui va m'empêcher de manger les poulets? Personne. Mais après, qui va m'empêcher d'avaler des gènes de résistance? Personne non plus. À cause de manger, je dois tomber malade ou accumuler des résistances alors que je peux bien faire les choses. Non, je pense que c'est bien de lutter contre cela. Alors, il faut vacciner les animaux. Quand vous faites l'élevage, vaccinez les animaux pour que vous ayez moins besoin d'utiliser les antibiotiques ou alors utiliser d'autres solutions alternatives. Et faites des bonnes pratiques, des productions, des transformations. La technologie animale ou végétale, c'est important. Et bien sûr, assurer la sécurité biologique dans vos fermes, dans vos activités agricoles, ça va aider. C'est très important. Les politiques, bien sûr, les politiques strictes sur la résistance aux antibiotiques, ou je dirais sur la vente des antibiotiques. Il faut interdire de vendre les antibiotiques. Je commence par la RDC, mon pays. Ensuite, tous les autres pays africains et autres. Vous savez, par expérience, quand je voyage, c'est une mauvaise pratique, je dois le confesser ici, parce que ici, je suis scientifique et je le dois. Je voyage toujours avec les antibiotiques, surtout quand je suis à l'étranger, parce que je sais qu'on ne me les vendra pas. Et les mauvais réflexes qu'on a, c'est qu'on a tendance à prendre les antibiotiques. Alors, du coup, dans mes bagages, j'ai toujours les antibiotiques, parce qu'en Afrique, bien sûr, personne ne me demande qui, je les prends sans problème, on ne va même pas me juger. Mais j'ai cherché une fois à Berlin les antibiotiques, on m'a dit qu'il faut un médecin. J'ai fait en Belgique. Dans tous ces pays, personne ne me vend des antibiotiques sans ordonnance. Par conséquent, je suis instruit. Mais quand je rentre en RDC, je suis heureux parce que voilà, je me tape des antibiotiques à mon goût, mais c'est dangereux pour tous. C'est juste un exemple. Renforcer la surveillance aux infections et aux résistances antibactériennes. Ça, il faut des moyens. Les laboratoires, les hôpitaux doivent avoir des moyens d'étudier les mécanismes de résistance. Et parfois, ils n'ont pas de moyens. Ils veulent bien, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas déjà de Miller-Hinton pour faire l'antibiogramme. Ils n'ont pas assez d'antibiotiques. Et les médecins ne demandent pas assez d'analyses au laboratoire pour tester la sensibilité. Et voilà, ça, ce sont des décisions des ministres, des autorités sanitaires et politiques. Renforcer les politiques en matière d'usage des antibiotiques, les programmes de mise en œuvre, de prévention et de lutte contre les infections. Et réglementer l'usage du médicament et surtout la qualité du médicament. Je sais que ça vient parfois de Chine, d'Inde, et ça inonde tous les marchés africains. Chine, Inde, même composition que l'Europe. Mais tu prends, tu ne sens rien du tout parce que c'est faux. Et quand vous dosez les principes actifs, il n'y a rien du tout, ou presque rien. Et malheureusement, c'est ça qui est moins cher et c'est à la portée des bourses de la plupart. Donc, la responsabilité des autorités. Parler de plus en plus des résistances, comme je l'ai fait maintenant dans ces cours. J'ai pris à peu près 20 minutes maintenant après la fin de mon cours pour ne parler que de la résistance antimicrobienne parce que c'est urgent. Les gens préfèrent enseigner les bactéries, enseigner les antibiotiques à donner et jamais penser à la résistance antimicrobienne. Je pense qu'un cours de maladies infectieuses, un cours de microbiologie,
de bactériologie, quand on parle du traitement, après traitement, parlez directement des résistances. C'est un moyen de lutter et d'informer la génération future. Si la nôtre, elle est déjà bousillée, tarée, perdue, investissons dans vous qui écoutez, vous les futurs décideurs du monde, les futurs médecins, professeurs, que vous sachiez parler de la résistance aux antibiotiques. Au niveau mondial, bien entendu, il faut un plan d'action mondial. Il y a des mécanismes qui existent par-ci, par-là, à gauche, à droite. Il existe même des groupes de travail qui fonctionnent dans des pays, des études multi-pays sur la résistance. C'est une activité très importante à soutenir et moi je suis fier d'avoir une telle activité. Mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, je suis très heureux d'avoir fait le cours de bactériologie générale avec vous en 3 présentations et j'espère que j'ai éclairé votre lanterne sur la majorité des choses que vous connaissiez ou que vous ignoriez ou alors que vous ne maîtrisiez pas. Bien sûr, les questions sont toujours les bienvenues. Vous entrez en contact avec nous et bien sûr, vous pouvez nous écrire. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la liker, la partager. Partagez sans modération à vos amis, à vos collègues, aux professionnels de santé, qu'ils apprennent ces choses, qu'ils écoutent ces choses et qu'ils les mettent en pratique. C'est ce que je vous demande. Merci de m'avoir suivi et merci pour d'autres aventures sur notre chaîne. Veuillez vous abonner, veuillez liker et n'oubliez pas, à bientôt pour les prochains rendez-vous. Je finis par ceci. Ne prenez pas les antibiotiques ou ne les prenez que quand ils vous ont été prescrits par des vrais professionnels. Dans les cas contraires, ne prenez pas. Même si c'est votre maman ou alors c'est votre bout, dites non. Le professeur Daniel Moukadi a dit il faut que les médecins attitrés me prescrivent et de préférence après avoir fait l'antibiotique. Voilà. Merci. Au revoir.